cher Patrick, chers amis, bonjour. Je vais commencer mon exposé par vous citer un célèbre président d'université qui dit « Concernant la laïcité, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire une loi quand il n'y a ni demande ni problème. » Le terme de cécité, utilisé tout à l'heure par Marie-Hélène Monteduna, je pense, semble s'appliquer particulièrement et être particulièrement adapté. Comment ne pas voir aujourd'hui que la situation au sein des universités françaises est inquiétante. Et malheureusement, ce ne sont pas les seuls événements survenus à l'UT de Saint-Denis au cours de l'année 2014, tout comme à Sciences Po Aix, à la Sorbonne, à Paris 10 Nanterre ou encore à l'Université Paris 13 au cours de cette année universitaire. Mais ces événements-là ne sont finalement que symptomatiques de ce qui se passe réellement au sein des universités françaises. Les faibles soutiens apportés à la communauté universitaire montrent à quel point, à tous les niveaux de l'État et du monde universitaire, cette question, certes sensible, mais n'est en réalité pas abordée avec l'importance qu'elle mérite et le courage surtout qu'elle nécessite. Tout semble nous faire croire qu'on n'a pas évalué, ou peut-être et surtout qu'on ne veut pas évaluer l'ampleur de la situation. Et pourtant, les contentieux sont de plus en plus nombreux et concernent tous les secteurs de la vie universitaire, qu'il s'agisse de demandes de dérogation pour justifier une absence, du port de signes d'appartenance religieuse, d'actes de prosélytisme, de la récusation de mixité, tant au niveau des étudiants que des enseignants, de la contestation même du contenu des enseignements, de l'exigence du respect de certains interdits, alimentaires notamment, de l'octroi de lieux de culte ou de locaux de réunion à usage communautaire. La liste s'enrichit régulièrement de revendications nouvelles et surtout les cas de conflit se multiplient. Il est temps d'admettre, au moins en cette période de débat, que la situation est réelle, qu'elle existe véritablement, parce que je pense que certains en doutent, et que le débat mérite clairement d'être posé et qu'il ne s'agit pas là, à l'instar de ce que disent certains, d'un débat stérile. Je cite en fait le même président de l'université. Refuser de voir les problèmes en face, de poser le débat, d'établir un diagnostic, d'y apporter des solutions, c'est une attitude tout autant irresponsable que suicidaire. Les tergiversations que nous avons connues pendant 15 ans pour aboutir finalement à une loi en 2004 pour le collège et le lycée doivent nous servir de leçon pour ne pas reproduire une telle erreur. Alors que de nombreuses personnes continuent aujourd'hui à me dire et à clamer que les événements de l'UT de Saint-Denis ne sont que des faits divers, je souhaite ici revenir sur ces événements que j'ai eu à gérer avec d'autres au sein de mon établissement en tant que directeur d'un IUT. Tout d'abord, je souhaite dire à quel point l'IUT de Saint-Denis est un joyau de l'enseignement supérieur. Composé de 2000 étudiants, cette IUT, au cœur de son territoire, est particulièrement fière de participer activement depuis 1969 à l'insertion professionnelle de jeunes issus de Seine-Saint-Denis, particulièrement soucieux de favoriser l'ascension sociale de nos étudiants. Les équipes administratives et pédagogiques d'un des plus importants IUT de France ne ménagent pas leur peine pour mener à bien notre mission de service public, convaincus de faire le maximum pour nos étudiants. Vous aurez compris à quel point c'est une fierté pour moi de diriger cette magnifique institution que certains veulent pourtant anéantir et y mettent vraiment tous leurs efforts depuis l'année universitaire dernière. Divers problèmes se sont donc posés à nous, et chacun, à leur niveau, nous interpelle sur le respect de la laïcité au sein de nos institutions. Les dysfonctionnements que j'avais dénoncés dès le mois de novembre 2013 et pour lesquels nous avons mis en place les mesures nécessaires afin de les résoudre ont donné lieu à un rapport de l'Inspection générale des services. On peut tout d'abord parler d'entraves réelles à la laïcité. Outre la vente de sandwich halal à laquelle j'ai mis fin dès le mois de novembre 2012, je me trouve confronté à la découverte d'une salle de prière clandestine, comprenant une trentaine de tapis. À l'origine de ces entraves, une association étudiante qui obtient l'autorisation de ce commerce par les responsables même de l'université. Je décide donc de mettre fin à cette vente de sandwich, entre autres, mais pas uniquement, pour des raisons évidentes de respect de la laïcité.
Ce dernier point d'ailleurs doit nous interpeller ici collectivement. Lorsque des étudiantes subissent des pressions, si elles n'achètent pas les sandwichs halal de cette association et viennent me remercier d'avoir enfin pris la décision de supprimer cette vente de sandwichs. Dans ce cas précis, la laïcité respectée au sein de l'université française protège d'abord et avant tout les étudiantes. Mais à l'heure où je vous parle, cette association désormais exclue de l'UT a encore droit de citer au sein de l'université d'appartenance de mon UT. Comment une institution comme la nôtre peut-elle manquer autant de cohérence quand on les interdit dans un bâtiment et pas dans l'autre? Cette même association avait détourné le local qui lui était attribué en salle de prière. Et ça, je ne le savais pas. Sans le savoir, j'avais souhaité récupérer la clé de ce local pour partager équitablement ce local avec d'autres associations et syndicats étudiants. Et la réunion était fixée au 3 février 2014. Ce jour-là, l'IUT se trouve confronté à une alerte à la bombe. 2000 étudiants évacués, 200 enseignants, 100 personnel administratif, le tramway est dévié, le bureau de poste à proximité est évacué, la place du 8 mai 45 à Saint-Denis est bouclée, et c'est au moment où on fouille l'IUT que la salle de prière est découverte. On peut ensuite évoquer des problèmes de communautarisme avérés au sein d'un des départements de l'IUT de Saint-Denis. De faux enseignants vacataires, de faux diplômes délivrés, des heures de cours non justifiées, des cours non assurés, des matières factices, des enseignantes malmenées, humiliées, insultées, des étudiants méprisés. Au final, près de 196 000 € auraient été détournés si, à quelques-uns, membres du conseil d'administration et de la direction, nous n'avions pas stoppé cette situation inacceptable. Lorsque le rapport de l'inspection générale des services permet lui-même d'établir les liens entre les deux parties de cette affaire, on constate alors que la laïcité est en fait mise à mal sous différentes formes et surtout de façon sournoise. Et nous ne l'aurons pas. Si cela se passe ainsi au sein de mon établissement, cela peut bien sûr arriver dans d'autres établissements universitaires en France. Mes interventions, le soutien réel des étudiants et des enseignants dans ce combat pour assainir une situation scandaleuse ont donné lieu à un certain nombre d'intimidations dont j'ai été victime. D'abord entre le 31 janvier 2014 et le 15 mai 2014. Pneus de mon véhicule dégonflé, puis crevé, 15 lettres de menaces de mort. Le 21 mai 2014, j'ai même été victime d'une agression physique dans une rue à Paris. Mi-décembre 2014, les menaces reprennent. Je reçois 2 livres rédigés en langue arabe et ornés d'une tête de mort. Plus récemment, à la suite des terribles événements des 7, 8 et 9 janvier, je reçois à 3 reprises la une photocopiée de Charlie Hebdo. Tout est pardonné, avec cette inscription complémentaire, pas partout, en tout cas pas à l'IUT. Puis, une impression de mon portrait, avec les yeux crevés. Je dirais souvent, histoire de prendre encore, tant que je le peux, avec humour ce genre d'événement, que me crever les yeux, c'est quand même dommage, c'est ce que j'ai de plus beau. Si c'est vrai, je me rassure en me disant. Dernièrement, d'autres faux paliers ont encore été franchis. Ma voiture a été endommagée le 22 avril dernier dans le parking de mon immeuble. Vitres cassées et 2 feuilles posées sur les 2 sièges avant avec le mot mort écrit dessus. Le 17 mai, 7 collègues reçoivent des SMS de menaces avérées de mort, avec une allusion antisémite notoire. N'ayant visiblement pas réussi à me décourager avec 30 menaces en 1 an et demi, on s'attaque maintenant à ceux qui, au sein de l'UT, m'ont aidé à révéler la gravité de la situation. Et je tiens à souligner ici le rôle déterminant de mon ami Florent Tétard, qui est présent, membre du conseil d'administration de l'UT et de l'université,
et que j'avais moi-même nommé à la tête de la commission financière de l'UT. Son rôle et son soutien sans faille ont été déterminants. Il semble clair que ces intimidations répétées ont pour mission de me faire peur, de semer la terreur, de me faire céder, de me faire abdiquer, de m'obliger à lâcher le combat pour, en définitive, capituler. Fort du soutien sans faille de mes collègues, de mes étudiants dont le rôle a été déterminant, et bien entendu du soutien quotidien réconfortant de ma femme, de mes enfants et de ma famille, à aucun moment je n'ai véritablement songé abandonner. Et pourtant, notre vie est devenue un enfer depuis ces événements. Changement de voiture hebdomadaire, changement de place de parking, changement de boîte aux lettres, changement d'horaire et d'itinéraire quotidiennement pour aller travailler. À ceux qui ne sont pas encore convaincus, je leur demanderai s'ils accepteraient de contraindre leurs enfants à ne plus sortir avec une babysitter dans la rue, à limiter les sorties scolaires, à vivre volets fermés, à ne plus aller dans le parking sans la présence d'un voisin, à rentrer chez soi le soir, accompagné par des forces de police. Tout cela s'impose à moi et de fait à ma famille depuis 1 an et demi. Et le plus dur est encore de trouver les mots pour rassurer son enfant de 9 ans qui me demande pourquoi papa est menacé l'ayant lui-même appris à l'école. Ou encore de trouver les explications quand un autre de nos enfants nous demande pourquoi son papa se cache dans la salle de bain pour pleurer. Beaucoup auraient, à mon avis, arrêté ou capitulé et il m'est parfois arrivé de demander à ma femme, Anne, ici présente, que je tiens vraiment à remercier, si elle souhaitait que j'arrête tout. Me répondant systématiquement par la négative, elle doit être, autant que moi, imprégnée des valeurs de la République, qui doivent être défendues partout. Des valeurs de la République qui doivent être défendues partout, et j'avais presque envie de dire surtout au sein des universités, dont j'ai rappelé au début de mon intervention à quel point elle avait un rôle important dans la construction d'une société plus égalitaire. Et pourtant, en faisant tout cela, alors que j'ai eu le sentiment de n'agir qu'en citoyen, souhaitant défendre les valeurs de la République, c'est un procès en islamophobie qui m'est fait. On essaye de me salir, de me dénigrer, de me faire passer pour un raciste. On invoque même sur des réseaux sociaux une chasse aux Arabes, orchestrée par le directeur de l'IUT. Vraisemblablement un des plus fervents militants antiracistes de mon IUT, j'avoue que l'attaque m'a souvent affecté. Et finalement, une de celles qui m'a le plus rassuré sur l'image que je renvoie concernant ce sujet est une de mes étudiantes, que je vais appeler aujourd'hui Naïma. Il y a à peine 3 mois, une de mes étudiantes portant le voile se présente en cours et se met au premier rang. Alors que je commence mon cours, elle se lève et ôte son voile. Me voyant étonnée, elle décide de prendre la parole en disant qu'elle soutient mon action dans l'IUT, qu'elle connaît mes positions et mes valeurs, qu'elle sait à quel point je me préoccupe de mes étudiants et qu'elle souhaite juste retirer son voile une fois, ce jour-là, pour me témoigner son soutien. Tout au long de ces événements, j'ai tout mis en œuvre pour apaiser la situation au sein de mon unité. Et à aucun cas, je n'ai cédé aux nombreuses tentatives d'intimidation. Alors qu'on était dans une rupture de service public avérée au sein de ce département, notre seul et unique objectif a été de gérer l'unité, dans le cadre des textes en vigueur, des instances officielles, des options prises par le conseil d'administration de l'UT et dans le strict respect de la loi. Depuis 1 an, j'en appelle les pouvoirs publics à ne pas déconsidérer la situation que nous vivons à l'UT de Saint-Denis. Là aussi, il a fallu user de patience, de détermination, mais je suis maintenant heureux de pouvoir vous annoncer que la ministre elle-même se préoccupe aujourd'hui et personnellement de la situation de l'UT de Saint-Denis et a commencé à prendre les mesures nécessaires pour nous aider
à finaliser le travail d'assainissement que collectivement nous avions entrepris. Certains ont souhaité anéantir l'unité de Saint-Denis, mais en vain. Plus que jamais, nous sommes debout, nous irons de l'avant, nous nous tournerons vers l'avenir, nous proposerons nos formations à nos futurs étudiants, afin de bien signifier à ces détracteurs que notre UT est toujours debout. Je vous invite tous, ici, le 11 juin prochain, à l'UT de Saint-Denis, à un colloque que nous organisons et qui s'intitule « Changeons d'époque, la force non violente ». Vous trouverez des invitations à l'entrée de cette salle. Plus nous serons nombreux ce jour-là, plus nous montrerons que nous sommes encore en vie dans tous les sens du terme. Nos universités et nos grandes écoles ont été longtemps des lieux dans lesquels et grâce auxquels l'ascenseur social fonctionnait. Elles ont largement contribué au rayonnement scientifique de notre pays. Alors qu'on évoque l'émergence d'une société de la connaissance, nos universités, plus que toute autre institution, doivent être le vecteur de cette cohésion républicaine, car elles s'adressent précisément à des adultes. On nous dit que la laïcité au sein des universités ne doit pas s'appliquer de la même manière parce que les étudiants sont majeurs. Moi, je dis que c'est précisément parce qu'ils sont majeurs qu'elle doit encore plus s'appliquer qu'ailleurs. De par leur maturité, leur niveau intellectuel, leur niveau d'études, les étudiants devraient être en mesure de comprendre que l'université, lieu d'échange, de savoir, de débat, de réflexion, de recherche, est par essence un lieu d'ouverture sur d'autres personnes, sur d'autres savoirs, sur d'autres théories. À ce titre-là, toute volonté de repli sur soi, sur sa religion, sur ses opinions, sur sa communauté, est antinomique avec ce qui fait l'essence même de l'université française. Une nouvelle fois, l'université française est un tournant de son histoire. Au moment où se pose la question de son avenir, il semble essentiel de se poser à nouveau la question de sa mission. L'université doit, en intégrant pleinement et à tous les niveaux la grande diversité des savoirs, qu'ils soient académiques ou techniques, être le fondement de la cohésion de notre société, et c'est à ce titre-là que la laïcité en est le socle indispensable. Ne pas comprendre ou admettre que la laïcité doit s'appliquer pleinement au sein des universités, c'est prendre résolument le risque de créer une société fractionnée, communautariste, ghettoisée. Et c'est alors l'ensemble de la société française qui sera remise en cause. Et les conséquences ne seront donc pas internes uniquement à l'université, mais généralisées à l'ensemble de notre société. Je terminerai par une citation de Roger Cousinet, et que je fais mienne depuis 2 ans maintenant. Si nous étions décourageables, il y a longtemps que nous serions découragés. Chers amis, vous l'aurez compris, que je ne céderai pas et que j'irai au bout de mon combat, car pour moi, la laïcité est le ciment d'un vivre ensemble apaisé, mais surtout d'une société fraternelle. Je vous remercie.